Ravi de vous retrouver une fois de plus ce samedi. Fidèles téléspectateurs, recevez mon bonjour. Ce matin, dans votre émission Question Santé, nous parlerons des douleurs lombaires. Et oui, les douleurs au bas du dos. Comment est-ce que ces douleurs se manifestent? Qu'est-ce qui est à l'origine des douleurs lombaires? On en parle ce matin. Et pour le faire, nous avons invité deux personnes sur ce plateau. En premier manche, nous recevrons Monsieur Fabrice Siemeni, qui est nutritionniste. Et en dernière partie, nous recevons bien sûr Monsieur Thierry, qui viendra nous parler des bienfaits de la kinésithérapie quant à cette pathologie. D'abord, Monsieur Fabrice, à qui nous disons bonjour. Bonjour, Monsieur Fabrice. Bonjour, Cathy Minsa. Vous allez bien? Moi, c'est la vitalité permanente. La vitalité permanente. Et oui, c'est la vitalité. Si vous voulez avoir la vitalité, restez toujours connectés sur cette émission Question Santé. On va partir pour planter le décor de notre programme en prenant le reportage qui, sans doute, nous apportera quelques informations quant aux douleurs lombaires. Le corps humain est constitué de plus de 600 muscles et plus de 200 os. Parmi les muscles figurent en bonne place ceux appelés lombaires. Situés au bas du dos, les muscles lombaires ont pour fonction principale de redresser le buste. Cependant, ceux-ci peuvent quelquefois être affectés et fragilisés par la vieillesse, des traumatismes, un accident, un coup porté sur la zone lombaire ou par la survenue de certaines pathologies telles l'hernie discale, pour ne citer que cela. Par ailleurs, tous ces facteurs ont pour point commun la douleur. On parle alors de lombalgie, autrement appelée douleur lombaire ou douleur au bas du dos. La lombalgie représente l'un des motifs de consultation les plus fréquents et elle peut être invalidante si elle n'est pas prise en charge. Toutefois, en cas de douleur au bas du dos, le repos est souvent d'or, la prise de certains antalgiques et sédatifs peut également permettre de faire face à celle-ci. En cas de complications, l'on peut recourir à quelques séances de kinésithérapie associées à une alimentation saine. Voilà, on parlera donc de l'alimentation saine et puisqu'il est là, c'est un spécialiste dans le domaine, Monsieur Fabrice Siemeni. Mais avant, on va rappeler à tous les téléspectateurs que cette émission se veut interactive. Si vous avez une question, une préoccupation, n'hésitez pas, écrivez-nous et nous, on va tout simplement relayer votre souci au niveau des spécialistes que nous avons invités sur ce plateau. Maintenant, Monsieur Fabrice Siemeni, on rappelle que le thème fidèle téléspectateur ce jour, c'est les douleurs lombaires, causes nutritionnelles et physiques. Monsieur Fabrice, pour revenir donc à vous, quelles sont les manifestations internes et majeures pendant la sensation de douleur lombaire? Mais avant, est-ce que vous pourriez encore revenir un tout petit peu pour parler de cette douleur lombaire en termes de définition? Il s'agit bien du terme douleur, donc c'est une sensation. Cette sensation, c'est comme un signe, un symptôme. C'est ce que nous ressentons en superficie. Preuve que à la source, à la base, il y a d'autres choses qui se sont passées bien avant, des années, voire des décennies avant. Donc, mon rôle maintenant est de clarifier ce qui s'est passé durant les dernières décennies ou les dernières années sur ce que nous ne voyons pas exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un adage qui dit « Nous sommes ce que nous mangeons ». Et si nous considérons cela, nous sommes ce que nous mangeons. Il y a deux facteurs principaux qui sont liés au niveau causatif à ces douleurs lombaires. Le premier et le plus important, c'est l'acidité des tissus au niveau de la région lombaire, du bas du dos. C'est-à-dire quoi? Dans cette région, il y a trois tissus différents. Il y a les muscles, il y a les vertèbres, il y a les nerfs. Donc c'est ce milieu-là qui devient de plus en plus acide au fil des années, au fil des décennies, à cause de ce que nous mangeons, essentiellement, à cause de ce que nous mangeons. Le premier facteur, c'est ce milieu qui devient acide. Le milieu, justement, le milieu lombaire, parce que c'est aux téléspectateurs. C'est exactement du milieu lombaire dont il s'agit. Et dans le milieu lombaire, quand on va voir un peu au niveau microscopique, quand on voit vraiment à l'intérieur, il y a différents types de tissus.
il y a le tissu musculaire, c'est-à-dire les muscles. Oui. Il y a les os, Oui. les vertèbres, et il y a les nerfs. Et au fur et à mesure que les années passent, ce sont ces tissus-là qui, au fur et à mesure, deviennent de plus en plus acides à cause de ce que nous mangeons, qui se transforment, donc, qui transforment ces milieux en milieux très acides. Donc ça, c'est le premier facteur causatif Oui. des douleurs lombaires en lien avec La l'alimentation. nutrition, bien Oui. sûr. Le deuxième facteur, aussi très important, c'est la baisse du ratio muscle par rapport aux graisses. Oui. C'est-à-dire, la quantité de graisse a tendance à augmenter en très grande quantité. Au niveau du bas du dos, toujours. Au niveau du bas du dos. Toujours en rapport aussi avec la partie abdominale, Oui. la quantité de graisse a tendance à augmenter. Et la quantité de muscle est restée stable ou bien à diminuer. Oui. Donc, c'est un facteur très important parce que chaque jour, notre corps subit des pressions et du stress. Et est-ce qu'on a assez de muscles? Non, en fait, le corps, les corps maintenant, parce qu'il y a une prévalence à l'obésité qui est de plus en plus grande, Oui. il y a plus de graisse. Alors, les graisses, c'est quoi? Ce sont les tissus moelleux, spongieux, contrairement au muscle qui est un tissu dense et compact. Donc, c'est avec ce ratio différent, c'est-à-dire plus de graisse, moins de muscles, Oui. qui est un facteur causatif au fil des années, au fil des décennies. Donc, c'est les deux facteurs les plus importants. Donc, il y a d'autres facteurs sous-jacents, mais c'est les deux facteurs en lien avec la nutrition oui. qui causent ces douleurs lombaires. On a donc compris que l'alimentation peut également jouer un grand rôle dans la survenue des douleurs lombaires. Maintenant, Monsieur Fabrice Yemeni, parle-nous un peu des manifestations. Premièrement, d'abord, avant, les manifestations internes majeures avant les douleurs. Et ensuite, les manifestations après les douleurs lombaires. Justement, il s'agit justement des douleurs lombaires. Et la douleur est ressentie quand il s'agit justement d'une inflammation. Inflammation, c'est un gros mot, Oui. mais à la source, il y a flamme. Inflammation, flamme. Inflammation, chaleur, flamme. Et c'est ça qu'on ressent, cette chaleur-là. C'est ça, c'est le signal que le corps nous envoie et qui nous oblige à réagir. Mais les signaux avant, on réagissait pas, c'était assez doux. Donc l'inflammation, cette flamme-là, elle est d'abord aiguë et c'est ça que nous ressentons. Et elle est d'abord ressentie au niveau du muscle. Donc le muscle, quand l'inflammation est aiguë, on le ressent. Certes, c'est le début. Maintenant, après des mois, après des années, cette inflammation devient subaiguë, voire chronique. Chronique vient de chronos, chronomètre, dans le temps. Donc l'inflammation qui devient chronique avec le temps, c'est ça qui endommage non seulement les muscles, mais les vertèbres, mais aussi les nerfs. Donc, pour revenir à la question, avant, donc l'inflammation est aiguë, on ressent... C'est léger. C'est léger, on sent presque rien jusqu'au moment où on ressent des douleurs. Là, c'est plus au niveau musculaire dans la plupart des cas. L'inflammation musculaire est aiguë. Et après le temps qui passe, elle devient de plus en plus chronique. Et là, quand elle devient chronique, c'est là, on sait déjà qu'on a mal, mais le mal est en train de s'aggraver déjà. Voilà, on est toujours dans le dossier de l'alimentation pour parler du lien entre l'alimentation et les douleurs au bas du dos. Fidèles téléspectateurs, n'hésitez pas à envoyer vos réactions au numéro des SMS qui s'affichent au bas de votre petit écran. Maintenant, Monsieur Fabrice Yemeni, parlez-nous un tout petit peu des dangers de l'alimentation, une alimentation qui n'est pas équilibrée, des dangers, grosso modo. Les dangers. Quels sont les dangers dans ce cas? Les dangers, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'on devrait craindre le plus. Parce qu'ils se produisent, là, je parlerai maintenant du mot un peu plus de complications. Oui, mais quand ça se complique, c'est grave. Quand ça se complique, ça veut dire quoi? Par rapport à la définition de base que j'ai annoncée tout à l'heure, l'inflammation n'est plus aiguë. Maintenant, elle est chronique. Chronosa, il a fait beaucoup de temps, mais on n'a pas traité le mal à la base, on n'a pas changé ses habitudes alimentaires. On n'a pas changé ses habitudes alimentaires. On va revenir sur ces habitudes un peu plus tard. Oui. Et les dangers, c'est quoi? Au niveau musculaire, il n'y a pas assez de muscles. Dans le muscle,
le muscle, il n'y a presque pas de muscle pour soutenir toute cette pression. Oui. Le muscle est déjà inflammé. Maintenant, au niveau osseux, les os deviennent poreux. Parce que les os qui ont été... Fragile. Les os deviennent poreux, un peu comme le gruyère. Vous voyez, le gruyère, il y a des parties absentes du fromage. Oui. Donc, les os deviennent poreux. Le vertèbre qui sert de sculpture et de fondation de la colonne vertébrale devient poreux. Donc, la fondation osseuse est plus fragile. Plus fragile, on appelle ça ostéoporose, la porosité des os. Il y a aussi l'arthrose. L'arthrose, c'est aussi un danger, une complication. Les vertèbres qui deviennent plus fragiles ne sont plus un support suffisant par rapport à nos activités de tous les jours et sans le ressent. Donc l'arthrose, l'ostéoporose et même des fractures. Les fractures, là, l'os se casse. Là, quand ça se casse, c'est quasiment, c'est presque fatal dans certains cas. Donc, mais ça continue au niveau des tissus nerveux parce qu'il y a l'inflammation du nerf sciatique. Oui. Le nerf sciatique qui devient inflammé maintenant, là, c'est une continuité, une complication vraiment plus grave. Lorsque déjà les os sont atteints, lorsque les muscles sont déjà atteints au niveau chronique. Donc, c'est ce qu'on devrait craindre pour récapituler les nerfs sciatiques, l'inflammation des nerfs sciatiques au niveau chronique, l'arthrose au niveau des vertèbres, l'ostéoporose, la porosité des os. Donc, c'est l'os qui perd toute sa substance et qui devient quasiment de plus en plus délabré et moins solide pour nous soutenir. Oui, Monsieur Fabrice Yemeni, j'ai bien envie de vous poser cette question. Y a-t-il des aliments qui permettent justement d'entretenir les muscles, d'entretenir ces os-là pour ne pas justement les exposer aux douleurs lombaires? Oui, justement, avant de parler de ces aliments, je préférerais parler des pièges et des erreurs qui sont généralement causées et qui causent justement cette dégradation. Bien sûr, on y va. Oui. Il y a 3 facteurs. Avant d'aller aux aliments, il y a 3 facteurs qui sont en relation avec les habitudes alimentaires qui causent cette douleur lombaire. Le premier facteur, c'est la déshydratation. Toutes les personnes que je reçois justement en consultation, au moins 95% sont en déficience d'eau. Ils n'ont pas d'eau dans les tissus, pas d'eau dans les cellules. À cause de 2 raisons. Rares sont les personnes qui boivent plus de 2 ou 3 litres d'eau par jour. Donc les gens ne boivent pas d'eau et subissent des situations de stress tous les jours qui leur fait perdre de l'eau. Et Monsieur Fabrice Yemeni, excusez-moi de vous couper, parce que quelqu'un me dira à la maison, est-ce que quand je prends ma bière, c'est pas le liquide? Est-ce que quand je prends mon jus naturel, c'est pas l'eau en quelque sorte que je prends? Oui, ça c'est le premier facteur, c'est-à-dire déjà boire de l'eau pure. L'eau plate, oui. L'eau plate, c'est déjà un fait. Mais déjà, comme première cause, beaucoup de personnes ne boivent pas les 2 à 3 litres. Oui. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, c'est que beaucoup de personnes consomment des stimulants. Pour revenir à ta question, dans les stimulants, je veux parler de quoi? La bière, l'alcool. Une personne boit 2 verres de bière, ça lui fait perdre l'équivalent de 4 verres d'eau. D'accord. La caféine, qui est un stimulant. 2 tasses de café chaque jour, ça fait perdre chaque jour 4 tasses d'eau. Les boissons sucrées, ce sont aussi des stimulants qui font perdre une grande quantité d'eau. Donc, au fur et à mesure, les situations de stress tous les jours nous font transpirer et nous font perdre aussi de l'eau. Et même le sel consommé en quantité excessive nous fait perdre aussi de l'eau. Oui. Donc, ne pas boire assez d'eau, ne pas boire les 2 à 3 litres d'eau par jour et consommer une grande quantité de stimulants chaque jour nous fait perdre de l'eau et met le corps en situation de déficit permanent. C'est ce déficit permanent qui accélère l'inflammation. Parce que l'inflammation, c'est un signe de feu. Il y a le feu parce qu'il n'y a pas d'eau. Il y a le feu parce qu'il n'y a pas d'eau pour éteindre le feu. C'est ça, tout simplement. Ça, c'est le premier facteur, la déshydratation. Le deuxième, c'est l'acidité, en rapport avec ce qu'on mange et ce qu'on boit. Oui. Dans l'acidité, qu'est-ce qui se passe? Le premier, consommer beaucoup de protéines complexes comme les viandes, les poissons, ça rend le corps acide. Beaucoup de viande, beaucoup de boissons, poissons brisés, beaucoup de poulet, de porc, etc. en grande quantité
le corps devient acide, acide, acide. Regardons le menu, voyons de quoi il s'agit, les plats, comment ils sont constitués, est-ce qu'il y a beaucoup plus de viande que d'autres, est-ce qu'on consomme les viandes et les poissons tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça rend le corps acide. Ça, c'est le premier facteur concernant l'acidité. Le deuxième facteur, c'est la sous-consommation de fruits et légumes. Les fruits et légumes, dans leur essence, rendent le corps plus alcalin. Parce qu'il y a le pH, potentiel d'hydrogène. Quand il est bas, le corps est acide, surtout quand on consomme trop de viande, poisson. Mais il peut être aussi plus haut. Là, le corps est alcalin. Il est favorisé. Le côté alcalin est favorisé quand on consomme des fruits, quand on consomme des légumes tous les jours. Oui. Je reviendrai sur les exemples après. Oui. Ça, c'est le deuxième facteur de l'acidité. Maintenant, le troisième facteur, après la déshydratation et l'acidité, ce sont les déficiences nutritionnelles. Les déficiences nutritionnelles. Pour parler des déficiences nutritionnelles, j'ai fait des études statistiques sur tous mes clients que j'ai eu à Happiness Potential durant les dernières années. Et les personnes qui ont eu des douleurs au niveau osseux, j'ai fait une analyse statistique sur tous les nutriments en rapport avec ces douleurs. Et j'ai fait ce constat. Ce n'est pas une déficience de calcium. Oui. Mais je vais les classer comme ceci. Le plus grand facteur de déficience au niveau des douleurs lombaires par rapport au tissu musculaire, osseux et nerveux, la plus grande déficience, c'est la vitamine C. 88% des personnes étaient déficientes en vitamine C. La vitamine C qui a un rôle dans la formation du collagène. Après. Le collagène qui sert? Le collagène, c'est un tissu de solidité qui est présent dans le corps à divers endroits, au niveau des vertèbres, sous la peau, au niveau des cheveux, au niveau des ongles. C'est un tissu de solidité. Oui. Et c'est ça le collagène en fait. Il a besoin d'être renforcé, il a besoin de certains éléments de minéraux pour cela. D'accord. Donc la vitamine C en fait partie pour cette solidification. Donc 88% des personnes sont déficientes en vitamine C, qui sert à la formation du collagène. 83% des personnes étant déficientes en cuivre. Le cuivre qui sert à oxyder la vitamine C pour la formation du collagène. Ensuite, 55% des personnes sont déficientes en zinc, qui sert aussi à la formation du collagène. 61% des personnes sont déficientes en magnésium. Le magnésium qui est un minéral important qui sert à rendre le calcium soluble dans les tissus. Par rapport maintenant à la silice, 33% des personnes sont déficientes en silice. 33 personnes sont déficientes en vitamine D. La vitamine D qui sert à fixer le calcium sur les os. La silice qui est un élément aussi de solidité des tissus tels que les tendons et les ligaments. Donc vous voyez, avec cette expérience et cette analyse statistique, tous ces nutriments sont déficients chez la majeure partie des personnes, de ces personnes-là. Et n'ayant pas ces éléments de solidification, ces personnes sont exposées à une fragilité dont il se pose vraiment les questions. Donc, au niveau de la nutrition, j'ai exposé les trois facteurs, déshydratation, acidité et puis déficience nutritionnelle. Oui. Alors, Monsieur Fabrice Yemeni, maintenant, est-ce qu'on peut parler, puisque vous allez parler là, des déficiences en cuivre, en zinc, en magnésium, en silice et même en calcium. Dans quel aliment on peut trouver le cuivre? Le cuivre se situe dans tous les groupes d'aliments. Le cuivre, la déficience dans tous les groupes d'aliments, c'est-à-dire les céréales. Oui. Les céréales, les légumes verts, les fruits, même les tubercules. D'accord. Les poissons, les viandes. C'est un minéral qui est présent dans tous les aliments, mais il est déficient à cause de la perte due au stress. Et c'est un métal qui est soluble dans l'eau. Et il est perdu facilement. C'est pour ça qu'il est déficient. D'accord. Maintenant, dans quel aliment peut-on trouver le zinc? Parce que vous avez aussi parlé d'une déficience en zinc. Le zinc, on le trouve dans le gingembre, on le trouve dans le pistache. Si on veut vraiment une grande quantité dans les huîtres, donc vraiment il faut avoir accès aux huîtres. Donc voilà, le top c'est les huîtres. Les huîtres, le pistache
également le gingembre, la racine de gingembre, il y a une grande quantité de zinc à l'intérieur. Même dans les céréales, les grains de céréales nature, c'est-à-dire vraiment complètes, il y a une quantité suffisante de zinc. C'est-à-dire que ce soit le riz, le sorgho, le mil, etc. Et le magnésium, parce que vous avez évoqué également le magnésium. Le magnésium, c'est un minéral très présent dans le maïs et dans les céréales en général. Les céréales non transformées. Oui. Parce que, vous voyez, le magnésium, c'est l'inverse du calcium. Le calcium contracte le magnésium relax. Le calcium contracte le magnésium relax. Tous les aliments à forte consonance de relaxation contiennent du magnésium. Donc, on va voir au niveau du maïs et toutes les céréales, comme le riz complet, le blé, le mil, il y a une grande quantité de magnésium que nous absorbons. Le germe de blé également. Donc, tout ça, ça vient du blé, du sorgho, du mil, qui sont les céréales que nous avons à proximité. Avant de continuer, on va prendre les deux dernières déficiences, c'est-à-dire en silice. Dans quel aliment peut-on trouver cet élément, le silice? La silice étant importante parce qu'elle joue un rôle au niveau des tendons, les tendons, les ligaments, les nerfs, très présent dans le bambou. Dans le bambou. Le bambou. Oui. Le bambou, pour ceux qui sont exposés à cet élément et ceux qui sont extraits, les industries font des extractions de bambou pour avoir la silice. Elle est consommée, on la trouve aussi. On la consomme comment? Elle se trouve en poudre, hein. Elle se trouve aussi en poudre et puis on la consomme. On met dans les repas? Parce que je comprends pas. Sous forme de gelées aussi, il y en a aussi. On peut trouver... On peut les trouver, ça se trouve. D'accord. Ça se trouve. Il y a les bambous, il y a l'avoine, le son d'avoine, le flocon d'avoine, très 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 riche en silice. Dans le domaine des plantes, il y a la luzerne, qu'on appelle aussi alfalfa. C'est une plante multivitamine qui est très riche en silice. Il y a la prêle également. La prêle, dans le domaine des plantes, qui est très riche en silice. Donc l'avoine également. Mais ce que j'aime le plus personnellement, c'est l'avoine. Le son d'avoine, flocon d'avoine, je l'adore par rapport à la silice. Dans quel aliment peut-on trouver la vitamine D? Avant de passer à la question suivante. Vitamine D, l'huile de foie de morue. C'est une vitamine qui est soluble dans les tissus huileux. L'huile de foie de morue, les sardines. Il y a une grande quantité de vitamine D. Aussi les produits laitiers. Sardines dans des boîtes de conserve, mais sardines poisson. Qu'est-ce qui est mieux pour la consommation? Qu'est-ce qui est meilleur pour la consommation? Ce qui est meilleur pour la consommation, c'est la sardine en état nature. En état nature. Parce qu'en conserve, il y a des conservateurs. Donc, l'huile de foie de morue est une grande source. La sardine, également, je parlerai pour la vitamine D. Je me limiterai à ces deux-là par rapport à la quantité. Les sardines, les poissons en général et l'huile de foie de morue. Les huiles de foie de poisson en général aussi contiennent beaucoup de vitamine D. Avant de parler de la prévention, on va rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent que le thème de ce matin, c'est les douleurs lombaires ou douleurs au bas du dos, causes nutritionnelles et physiques. Nous en parlons et nous avons prévu deux invités. Nous sommes en train d'échanger là avec le tout premier, Monsieur Fabrice Yemeni, qui est nutritionniste. À la suite de Monsieur Fabrice, nous recevrons sur ce même plateau Monsieur Thierry Kagwe, lui qui est spécialiste du domaine de la kinésithérapie. Alors, Monsieur Fabrice Yemeni, est-ce qu'il y a des erreurs en termes de combinaisons alimentaires qui peuvent entraîner les douleurs lombaires? Lorsqu'on mange, est-ce qu'il y a des mauvaises compositions alimentaires? Oui. Ça existe? Ça existe. Pendant que vous mangez, hein, vous prenez peut-être au petit déjeuner, vous avez peut-être votre laitue. Après, vous prenez un repas réchauffé. Et puis ensuite, vous prenez 2 verres de café. Est-ce que il peut arriver que ces combinaisons puissent être en même temps riches et pauvres? Oui. Les trois facteurs énoncés tout à l'heure, c'est-à-dire la déshydratation, l'acidité et les déficiences, oui, sont les résultantes des combinaisons alimentaires que nous avons. C'est-à-dire, à la fin d'un repas, la résultante peut être trop acide. Si la quantité,
dans un plat, un exemple, un quart de poulet en plat de résistance, avec une montagne de riz. Et après, en deuxième service, un maquereau, par exemple. En deuxième service, ou bien si en troisième service. Donc ça, c'est un excès dans la consommation. Les excès de table, en gros, ça contribue à un taux d'acide excessif, surtout quand il y a beaucoup de viande et de poisson. Aussi, les désordres en ce qui concerne l'équilibre acido-basique. L'estomac absorbe facilement ce qui est soit acide, soit basique. Mais quand on mange trop de féculents, le corps a besoin d'un milieu un peu plus alcalin pour le transformer. Trop de viande et de poisson, le corps a besoin d'un milieu un peu plus acide parce qu'il va produire de l'acide pour détruire les microbes et puis fabriquer une enzyme qu'on appelle la pepsine pour décomposer les viandes et les poissons qui sont des protéines complexes. Donc, c'est mieux de favoriser les viandes et les poissons, ajouter une laitue à ça qui va rendre les tissus un peu plus